Salut à tous, aujourd'hui on s'attaque à la prise en main du Sony A7 IV, le boîtier entrée de gamme et le plus polyvalent de la gamme Alpha. Il est sorti déjà il y a un petit moment, il y a à peu près 2 ans je dirais. Moi ça fait un peu plus d'1 an que je l'ai et j'en suis super content. Alors comme pour la FX30, on va faire un tour complet du boîtier, que ça soit au niveau de l'interface, des menus, etc. Ensuite, on va voir comment ça se passe au niveau de la connectivité sur l'application Imagine Age et Creator App sur iPhone et Android, l'application Imagine Age sur Windows ou sur Mac pour pouvoir pareil contrôler son boîtier mais sur un ordinateur. Et enfin, on terminera par l'application Catalyst qui te permet de récupérer les données gyroscopiques de la caméra pour pouvoir stabiliser tes plans en post-prod, mais également de faire de la retouche colorimétrique. Enfin bref, tout ce qui est post-prod, c'est le logiciel Catalyst de chez Sony. Allez, on est parti, on commence avec l'interface vidéo. Qu'est-ce qu'on va retrouver à l'image? Alors déjà, tout en haut à gauche, on peut voir qu'on est en mode vidéo manuel, donc c'est nos modes d'exposition, enfin PASM. Ensuite, on va avoir les informations des slots. Donc là, on peut voir que j'ai une carte SD qui est dans mon port numéro 1 et que je vais pouvoir enregistrer pendant 1h14 en XAVCS 4K, 25 images par seconde avec un débit de 100 mégabits en 420 8 bits. Enfin bref, tu l'auras compris, juste à côté, on a les informations d'enregistrement. Je vais détailler tout ça juste après. Le niveau de la batterie, le niveau de réduction de bruit du vent, donc là tu vois il est en automatique. Donc s'il y a du vent qui percute le micro de la caméra, c'est quand il n'y a pas de micro qui est branché, et bah ça va réduire le bruit du vent. Juste à côté, on a la petite main, tu vois, en on. Donc ça veut dire qu'on a la stabilisation qui est activée. Et puis après, on verra qu'on a différents modes de stabilisation entre la mécanique et la numérique. Juste en dessous, tu vois, on a une petite télécommande avec le Bluetooth. Donc ça veut dire qu'on a la possibilité de connecter directement le boîtier à son téléphone. Le Bluetooth est prêt et le remote shooting aussi. Ensuite, sur la partie droite, on va avoir différentes informations. On va avoir une espèce de petit point, tu vois, avec un encadré. Ça, c'est les modes de mesure. Les modes de mesure qui vont nous servir pour avoir la fameuse valeur qui est juste en bas, donc le multimètre. Mais également, ça va nous servir lorsqu'on va avoir des réglages d'exposition en automatique. Voilà, ça va indiquer au boîtier où est-ce qu'il faut faire l'exposition. Pareil, ça, je vais te détailler juste à côté, mais voilà, il faut savoir que ça s'appelle le mode de mesure. Juste en dessous, tu vois, 4000 K, c'est tout simplement notre balance des blancs. Donc là, on peut voir que je suis en réglage de balance des blancs personnalisé à 4000 Kelvin. Mais si je me mets en balance des blancs automatique, tu vois, on a AWB directement. Ensuite, Draw Auto. Alors ça, c'est l'optimisateur de plage dynamique. Lorsqu'il est en auto et activé, eh bien, c'est tout simplement un réglage qui va permettre au boîtier voilà, de optimiser la plage dynamique, donc de rééclaircir un petit peu les zones qui sont un peu trop sombres ou de diminuer un peu les zones qui sont en haute lumière. Enfin, voilà, ça va optimiser notre plage dynamique. Tu vas voir, on va voir les réglages juste après. Ensuite, ST, donc ça c'est l'apparence créative, ils appellent ça. En gros, ça te permet de donner un look très rapidement. Moi, je le laisse sur standard parce que soit je filme de manière standard, ou sinon, voilà, je vais filmer en log ou en cinétone. Mais après, on verra dans les réglages que tu vois, tu peux avoir différentes apparences créatives. Donc là, on est en ST, ici PT, NT. Enfin, tu vois, ça va être différents looks qui vont plus ou moins contraster la scène. Bon, ça, c'est comme si c'était des filtres, hein, en gros, comme sur Instagram, on peut dire ça comme ça. Bon, moi, je m'en sers pas, je reste sur standard. Et par contre, après l'apparence créative, on va avoir PP, donc ça, c'est les profils d'image, et c'est ce qui va te permettre, tu vois, de filmer en log, pourquoi pas. Donc là, PP1, PP2, PP3, c'est différents profils d'image. On passe maintenant de l'autre côté à gauche, donc là, AFC, ça, c'est tout simplement l'indicateur de l'autofocus. Donc là, on peut voir qu'on est en autofocus continu, et si je me mets directement, hop, en manuel, eh bien, ça passe en manuel focus. Et juste en dessous de cette valeur, on va avoir, tu vois, un petit encadré. Ça nous indique les zones de mise au point. Donc, dans quel réglage, dans quelle zone on va être. Donc là, tu vois, on est en mode large. Donc, le boîtier va se servir de la totalité de la zone du capteur pour faire la mise au point. Donc, s'il voit un sujet, par exemple un visage qui est juste à côté, à droite, il va faire la mise au point dessus. Et puis après, tu as la possibilité d'avoir d'autres réglages. Donc là, on est en large, la totalité. En zone, donc là, tu vois, on va avoir une petite zone qui est juste là que je vais pouvoir déplacer, mais c'est une grande zone, hein, c'est pas très précis. En revanche, on a la possibilité d'avoir des zones qui sont beaucoup plus petites. Donc, c'est ce qu'on appelle les spots ou les collimateurs. Donc là, tu vois, je peux me mettre en spot small, medium ou large.
Donc tu vois, small, c'est pour être vraiment très très précis. Et grâce au joystick qui est sur le boîtier, tu vas pouvoir déplacer cette zone. Tu vois, depuis tout à l'heure, je la fais bouger. Donc je la déplace et si je veux réinitialiser la position, eh bien j'appuie sur le joystick pour pouvoir bah, voilà, réinitialiser la position. Ou sinon si tu es en vidéo et que tu as envie de lancer un tracking, eh bien là je ne vais pas pouvoir le faire parce que j'utilise un moniteur externe, mais tu peux directement cliquer sur l'écran et ça va lancer un tracking. Et pour annuler ce tracking, enfin pour le stopper, eh bien pareil, tu appuies sur le joystick et puis ça va réinitialiser la zone. Juste en dessous, on va avoir le vumètre, donc ça nous permet de voir les niveaux audio pour voir si ça va saturer ou non. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc là, on peut voir que ça ne sature pas puisque mon micro est bien réglé. Et puis, en fonction de ça, après, tu vas pouvoir faire le niveau audio. On va voir ça juste après dans les menus. Après, on va avoir Steady, donc ça c'est tout simplement Standby, donc ça veut dire que le boîtier est en attente. Et lorsque tu vas enregistrer, eh bien tu vois que ça passe en mode rec. Et juste à côté de ça, tu vois, on a un petit visage avec AF On, donc ça nous permet de savoir que l'autofocus va reconnaître les visages. Donc dès qu'il va voir un visage, il va pouvoir faire la mise au point dessus. Et puis après, tu vas pouvoir changer, on va voir ça après, entre l'autofocus, enfin la reconnaissance des visages des animaux, des oiseaux ou des humains. Et enfin sur le dessous, tout en bas, tu vas avoir tes différents réglages d'exposition, ça c'est très classique. Donc tu vas avoir directement ton shutter speed, hop, ton ouverture, l'ouverture du diaphragme de ton objectif. Juste à côté, le multimètre. Alors ça, on en a déjà parlé plusieurs fois, notamment on a bien détaillé ça sur la vidéo prise en main de la FX30. Alors le multimètre, il va avoir deux utilités. Il va avoir une utilité lorsque tu es en full manuel, donc quand tous tes réglages sont en manuel, puisque ça va être un indicateur finalement d'exposition, une moyenne, voilà, c'est un outil. Et lorsque tu es avec un mode automatique, par exemple lorsque tu mets tes ISO en automatique, eh bien ça va être tout simplement un réglage, tu vois. Donc là, il a changé de logo. Tu vois, tout à l'heure, on était en full manuel, il était en MM, multimètre, et là, directement, il est passé en compensateur d'exposition. Il faut savoir que ce paramètre-là, le multimètre ou le correcteur d'exposition, eh bien, c'est directement lié au mode de mesure. Souviens-toi, en haut à droite, je t'avais parlé de ce petit logo là, c'est les modes de mesure. C'est-à-dire qu'en fonction de comment est paramétré le mode de mesure, eh bien le compensateur d'exposition va interagir différemment. Les modes de mesure, comme je te le disais tout à l'heure, ça te permet de choisir un réglage pour indiquer au boîtier où est-ce que tu as envie de faire l'exposition. Est-ce que tu as envie de faire l'exposition sur la totalité de l'image? Donc voilà, il va faire une moyenne de l'exposition sur la totalité de l'image pour être correctement exposé. Est-ce que tu as envie de forcer l'exposition sur les zones sombres de ton image ou à l'inverse les zones claires de ton image? Ben voilà, ça tu vas pouvoir lui dire tout simplement dans les menus, tu vois, tu vas avoir mesure et là mode de mesure. Donc là on est en mode multi. Multi, ça va faire l'exposition sur la totalité de ton image. Donc ça va faire une moyenne. Mais après on va avoir centre. Donc là il va faire directement l'exposition à partir du centre. Tu vois, dès que tu vois, je bouge mon centre, et bien tu vois, l'exposition elle change parce que j'ai mes ISO qui sont en automatique. Enfin voilà, on a différents réglages. Donc là, on va se mettre en mode multi. Et en mode multi, tu vas voir que quand on est directement en multimètre, en mode multimètre, donc tous mes réglages sont en manuel, et bien ça va faire une moyenne d'exposition sur la totalité de mon image pour me donner une valeur. Donc là, on peut voir que en moyenne, je suis à moins 0,3, donc je suis très légèrement sous-exposé. Alors après, tu peux bien sûr lui dire mets-toi un peu plus surexposé ou mets-toi un peu sous-exposé. Ça, c'est à faire avec les molettes hein, sur les boîtiers Sony. La molette qui est tout à droite, juste là, d'origine, c'est voilà, attribué au correcteur d'exposition. Et enfin, pour terminer, les ISO. Donc là, on peut voir qu'on a un petit A à côté des ISO, tout simplement parce que mes ISO sont en automatique. Mais tu vois, après, directement, je peux changer mes ISO. À savoir que quand tu es en automatique et que tu ouvres directement les réglages ISO, et bien là, tu vois, tu peux définir un ISO minimum et un ISO maximum. C'est-à-dire que lui, il va pas dépasser 3200 ISO. Par exemple, je sais que à partir de temps d'ISO, et bien, je vais avoir beaucoup de bruit, mon image va être dégradée. Et bien là, tu vois, là, je peux lui dire. Je peux lui dire, par exemple, tu vas rester entre 800 et 3200. Enfin, voilà, ça, c'est très pratique. On passe maintenant à l'interface du mode photo. Donc là, ça va être très rapide puisque c'est à peu près la même chose. On va avoir des informations en plus, par contre, sur tout en haut. Donc là, on peut voir qu'on est en RAW, donc ça veut dire que mes photos vont être shootées en RAW. Mais je peux également, tu vois, lui dire dans les formats de fichiers, je veux que tu prennes mes photos en RAW plus en HEIF. Et puis après, tu peux lui dire la qualité du HEIF. Est-ce que tu veux que ça soit du extra fin, etc. Ça dépend voilà, de la qualité d'image que tu as envie
d'obtenir. À gauche, qu'est-ce que l'on va avoir? On va avoir le mode d'entraînement, donc là, tu vois, on a un petit rectangle, donc ça veut dire que je vais prendre photo par photo. Tu vois, ça va prendre photo par photo. Si j'ai envie de prendre des rafales, par exemple, ou mettre un retardateur, eh bien, tu vois, je vais pouvoir changer. Je vais pouvoir mettre mon mode d'entraînement sur rafale. Et puis après, tu vois, tu as différents modes de rafale. High plus, donc c'est le maximum de la capacité de rafale. High, mid, low. Donc tu vois, c'est différents entraînements de rafale. Après, on va avoir tout ce qui est retardateur. Donc tu vois, pareil, tu peux changer entre 2, 5 et 10 secondes. Le retardateur plus combien d'images il va prendre. Donc là, c'est un retardateur de 2 secondes. Et il a pris 5 photos. Et puis après, quand on descend, on va avoir différents modes de bracketing. Donc tu as tout ce qui est bracketing de balance des blancs, d'exposition, etc. Enfin voilà. Ensuite, qu'est-ce que l'on va avoir tout en dessous? Bah, on a tout ce qui est autofocus, donc ça c'est la même chose. On a par contre tu vois, une espèce de petit rideau avec marqué ELEC. Donc ça veut dire que l'on est en obturateur électronique. Mais tu as également la possibilité, tu vois, de te mettre après en obturateur mécanique pour le coup. Donc ça s'appelle type de déclencheur. Donc là par exemple, je me mets en mécanique et là tu vois, il y a un petit rideau avec marqué mécanique. Donc en fait, ça dépend de si tu veux que le rideau se ferme ou non. L'avantage de se mettre en mode électronique, c'est que bah déjà ça abîme moins le matériel puisque bah forcément le rideau ne va pas se fermer et le rideau ça a une durée de vie, hein. Bon, on parle en dizaines de milliers d'images, mais enfin ça a une durée de vie. Donc l'avantage de l'électronique, c'est que généralement tu vas pouvoir prendre plus de photos. Là ici sur la 7.4, il me semble que c'est pas le cas. Ça va surtout être la question du silence. Donc ça va pas faire de bruit, tu vois, quand je suis en mécanique, et bien forcément on a le rideau qui se ferme, ça fait du bruit, et en électronique on n'en a pas. Le mécanique, ça va également avoir une influence sur l'effet de rolling shutter. Quand tu filmes, enfin quand tu prends des photos avec un obturateur mécanique, eh bien tu es moins sujet à avoir du rolling shutter. Voilà pour tout ce qui était de l'interface. Alors après, tu vois, là on est sur une interface très complète. En appuyant sur le bouton DISP en façade du boîtier, eh bien tu vas pouvoir changer entre différentes interfaces. Donc là, tu vois, on est sur l'interface complète avec toutes les informations et tu vas avoir l'aperçu dans le viseur. On va également, tu vas avoir bah, l'aperçu complet, ici l'aperçu à vide, pardon, l'aperçu avec l'histogramme, le niveau. Maintenant, bah, justement, on va attaquer les menus, on va voir bah, tous les réglages que je n'ai pas détaillés juste avant. Voilà, donc ça c'était les modes photo, vidéo, mais puis après on a également le SNQ. Le SNQ c'est Slow and Quick, donc ça va te permettre, bah, pourquoi pas, de faire tout ce qui est slow motion, mais également des accélérés comme des time-lapse et tout ça. Donc les menus, c'est parti, on y va. Alors déjà, qu'est-ce que l'on va avoir? On va avoir le menu étoile qui est tout en haut, donc ça c'est ton menu personnalisé. De base, il est vide. Voilà, donc il n'y a rien, ça va être à toi d'ajouter des choses. Donc moi j'ai ajouté pas mal de choses. Première chose, formater les cartes. Voilà, donc j'ai mis ça en premier, pour moi c'est la chose la plus importante. Donc je l'ai mis tout en haut. Donc là ça va me permettre de formater un slot. Donc par exemple je veux formater l'emplacement 1, et bien c'est parti, je clique et ça formate. Après, aide affichage gamma. Donc là, tu vois, il est en on. En fait, ça va permettre de afficher directement une lutte de visionnage lorsque tu vas shooter en log. Puisque bah, le log, on va pas tout détailler, voilà, mais c'est un profil d'image qui est très flat, très décontrasté, pas saturé du tout, donc c'est compliqué. Et l'aide affichage gamma, eh bien, ça va tout simplement t'aider à visionner bah, finalement le résultat final. Type de déclencheur, alors ça on l'a vu tout à l'heure, ça va être est-ce que tu veux un shutter mécanique ou électronique? Sélection viseur écran, donc ça je l'ai mis très très important en fonction de si je fais de la vidéo ou de la photo, eh bien j'ai pas forcément envie que le viseur eh bien il s'active, tu vois, quand tu passes la main devant, bref c'est chiant. Ensuite luminosité de l'écran, pareil, ça c'est indispensable. Fonction prise intervalle, alors ça va te permettre de prendre des photos à intervalles réguliers, pourquoi pas pour faire des time-lapse. Alors attention, ça va pas faire un time-lapse directement dans le boîtier. Ça pour cela, il faudra pourquoi pas utiliser le mode slow and quick. La fonction prise de vue à intervalle, ça va simplement prendre des photos à intervalle et puis après ça sera à toi de faire ton time-lapse. Comment ça marche? Déjà tu vois ici quand on rentre dedans, on peut activer la fonctionnalité, donc là je suis en mode vidéo, c'est normal que ça ne marche pas. Premier réglage, le temps démarrage avant la prise de vue. Donc bah, directement, quand tu vas appuyer sur ton obturateur, eh bien ça va en l'occurrence ici mettre une seconde avant de déclencher la prise de vue à intervalle. Ensuite, l'intervalle de chaque prise de vue, donc là tu vois c'est toutes les 1 seconde parce que parfois quand je fais des miniatures, eh bien je mets mon boîtier en mode intervalle.
j'appuie et puis après, bah, voilà, ça prend des photos, toutes les 1 seconde et puis, je change de position et cetera pour faire une miniature. Donc c'est 1 seconde, mais puis après, quand je fais des time lapse eh bien je change, pourquoi pas à 5, 6, 7 secondes. Ensuite, on a sensibilité, de l'AE, donc ça, c'est la sensibilité en gros, du maintien de l'exposition. Donc ça marche plutôt bien. Moi, je l'ai jamais touché, je l'ai toujours laissé sur moyen. Voilà, ça me permet de faire des prises de vue, pourquoi pas, jour-nuit, enfin des time lapse jour-nuit. Voilà pour la prise de vue intervalle. Ensuite, affichage info HDMI, donc ça me permet d'afficher, mon écran tout simplement, sur mon moniteur. Donc là, je vais pas y toucher puisque j'enregistre en externe. La loupe de mise de point, très, très intéressant, donc c'est tout simplement la loupe, tu vois, qui te permet ensuite de te faire, ta mise de point. Donc là, je suis en automatique, tu vois, je peux, changer ma mise de point. Voilà, ça me permet d'avoir une loupe et puis avec les molettes, je peux, me déplacer, zoomer et cetera. Et c'est tout ce que j'ai dans mon menu 1 et 2. Après, c'est à toi de le personnaliser comme tu veux. Donc là, tu fais réglage, mon menu, ajouter des éléments. Un truc qui est hyper intéressant, c'est affichage, de mon menu, tu vois? Là, je l'ai mis en off. Tu vois, par exemple, je vais sur, tout ce qui est réglage de mise de point, tu vois? Quand je retourne dans les menus et bien, je retourne sur la page précédente où j'étais et le problème, c'est que quand, cette fonctionnalité est activée, quand tu vas quitter le menu et que tu reviens et bien, directement, ça t'envoie directement vers, ton menu personnalisé. Mais moi, je préfère le désactiver puisque généralement, quand je touche à des réglages, j'aime bien ensuite les remettre comme c'était avant. Voilà pour tout ce qui était, mon menu. Ensuite, on passe à tout ce qui est prise de vue, vidéo. On va avoir les réglages du format de fichier. Donc, tu vois, on va avoir XAVCS. Donc ça, c'est le, format de fichier, de chez Sony qui utilise un codec, H264. Ensuite, tu vois, on va avoir un HS, un S, voire même un S-I. Alors, le HS, ça veut dire high speed et le S, c'est standard. Et donc là, on est en high speed, donc high, en gros, c'est high quality, hein, pour faire simple. C'est les débits maximum. On est en 4K, voilà. Ensuite, on va avoir un S 4K, donc ça, c'est le format que j'utilise le plus. Donc c'est standard 4K, ça utilise des débits qui sont assez raisonnables à mon goût. Moi, c'est ce que j'utilise tout le temps, puisqu'en termes de qualité d'image, stockage, c'est ce qu'il y a de plus rentable. On a également la même chose, mais en HD, voilà, pour avoir des débits encore plus bas. Si tu n'as pas besoin de faire de la 4K, moi, ça m'arrive même de filmer en HD. Quand je fais des tutos DaVinci et tout ça, comme j'enregistre pendant des heures, voilà, pour optimiser le stockage, je me mets en HD. Et puis après, tu vois, on a deux nouvelles choses. On a le S-I ou L, je sais jamais, encore une fois, 4K ou HD. En fait, pour faire vraiment très simple, ici, en l'occurrence, avec la 7.4, tu vas avoir deux modes de compression, le long hop et le all intra. Tu en as probablement déjà entendu parler. Quelle est la différence entre le long hop et le all intra? Alors, il faut savoir que tu vois, tout ce qu'il y a au-dessus, tout ce qui n'a pas le fameux I ou L, eh bien, ça utilise du long hop. Le long hop, en gros, pour faire très simple, ça va enregistrer ta première image, enregistrer ta dernière image, et puis entre tout ça, tu vois, ça va enregistrer uniquement les pixels qui vont changer. Donc, je prenais l'exemple pareil avec la FX30. Imaginons, je filme une feuille blanche. Et sur cette feuille blanche, je vais placer un point noir avec un stylo. Eh bien, ça va enregistrer ma première image, la feuille blanche, ma dernière image, la feuille blanche avec le point noir. Et puis entre tout ça, ça va enregistrer uniquement les pixels où je vais venir prendre mon stylo et puis mettre le point. Tu vas me dire quelle est la différence du coup avec le All Intra? Eh bien, le All Intra pour le coup, en fait, il va compresser chaque image. Tu vois, ça va compresser chaque image. Le truc, c'est que du coup, tu vas avoir des fichiers qui sont beaucoup plus gros, beaucoup plus conséquents, ça va prendre beaucoup plus de place. Cependant, ça a beaucoup plus d'avantages, c'est-à-dire que à la lecture, au montage sur ton ordinateur, eh bien, ça va prendre beaucoup moins de ressources. Et crois-moi, même avec la bête de course que j'ai ici, eh bien, je peux te dire que la différence, elle est réelle, elle est vraiment notable. Quand je monte des vidéos qui sont en all intra ou en long up, ça n'a vraiment rien à voir. Les temps de rendu, la fluidité de la timeline. Voilà, puisque mon ordinateur a moins de mal à décoder du all intra que du long up où là il est obligé de recréer les images, enfin de déchiffrer, etc. En termes de qualité d'image, il va y avoir une différence entre le all intra et le long up. Un détail qui est très très fin, hein, ça se voit vraiment pas beaucoup, mais quand tu vas zoomer sur de petits détails, par exemple, si tu filmes un arbre ou des herbes hautes avec du vent, tu vois, donc ça va être des petits détails fins qui vont bouger. Eh bien, avec le All Intra, tu vas avoir une qualité d'image qui est sublime, tu ne vas avoir aucun problème. En revanche, en long up, tu vas pouvoir remarquer des problèmes parfois au niveau des pixels. Quand tu vas cropper, tu vas voir, il va y avoir des choses bizarres, comme s'il y avait des petits pixels qui bougeaient, enfin bref. Mais voilà, mis à part ce petit détail fin, la différence entre le All Intra et le long up, bah, ça va tout simplement être la facilité de post-prod après.
pas en termes de stockage, mais en termes de fluidité de travail et de confort. Après, réglage du film, les réglages d'enregistrement. Donc là, la vitesse de défilement, enregistrement, donc est-ce que tu veux filmer à 24 ou 25 images par seconde? Juste en dessous, les réglages d'enregistrement. Alors là, on a différentes valeurs. Pour commencer, 60, 100 ou 140 M. Ça, c'est le débit. Donc tu vois, si je avec ces paramètres d'enregistrement, tout ça, donc en XAVCS 4K 25 images par seconde, eh bien je vais avoir un débit de 140 mégabits par seconde. La première valeur, ça va être le débit. Ensuite, 422 ou 420, quelle est la différence? En gros, ça va être la résolution de tes couleurs. Donc en 422, voire même en 444 sur des caméras ciné, eh bien tu vas avoir une résolution dans tes couleurs qui va être bien plus importante. Et comment ça se caractérise finalement? Alors en fait, en 444, eh bien en fait, il me semble que c'est très simple, c'est-à-dire que tu vas avoir 4 photosites et sur ces 4 photosites-là, chaque rangée va capturer chaque nuance de couleur. Voilà, donc en gros, c'est la résolution maximum. En 4.2.2, eh bien, ça va être 4 pixels, 4 photosites, et sur ces 4 photosites-là, tu vas avoir deux rangées qui vont capturer deux nuances de couleurs, donc ça marche en diagonale, il me semble. Et en 4.2.0, si je dis pas de bêtises, ça va être 4 photosites, et sur ces 4 photosites-là, tu vas avoir uniquement deux photosites qui vont capturer les nuances de couleurs. Et le truc, c'est que bah voilà, plus tu montes en résolution, donc là en l'occurrence sur la plupart des caméras, c'est soit 4.2.0, soit 4.2.2, plus tu vas avoir des couleurs qui sont précises. Voilà en gros comment ça fonctionne. Et puis après, le plus important, ça va être la différence entre 8 bits et 10 bits. Là pour le coup, si tu vas avoir une différence qui est notable, ça va être en gros le nombre de nuances de couleurs qui vont pouvoir être capturées. Alors en 8 bits, c'est 16,7 millions de nuances de couleurs qui vont pouvoir être enregistrées, être capturées. Alors qu'en 10 bits, c'est plus de 1 milliard de nuances de couleurs. Quelle est la différence? Tu vas me dire 16,7 millions, c'est déjà beaucoup. Alors, non, pas forcément, puisque ça va notamment avoir une grosse différence à l'étalonnage sur des gros dégradés de couleurs. Quand tu filmes des couchers de soleil, par exemple, tu vas avoir des gros dégradés de couleurs. Et si tu filmes en 8 bits, eh bien, il est fort probable que tu aies des bandes. C'est ce qu'on appelle le bending, c'est-à-dire que tu vas avoir des bandes de couleurs parce que, eh bien voilà, ta caméra, comme tu es en 8 bits, elle n'est pas capable de remplir toutes les couleurs parce qu'elle n'a pas la possibilité voilà, d'en enregistrer autant. Alors que si tu te mets en 10 bits, eh bien tu vas avoir mais beaucoup plus de couleurs qui vont pouvoir être capturées, être enregistrées et donc bah voilà, tu vas avoir de très jolis dégradés. Moi généralement je filme en 8 bits quand j'ai pas forcément le besoin pour des là par exemple je filme en 8 bits parce que bah voilà, j'en ai pas le besoin. Voilà pour tout ce qui était réglage d'enregistrement du film. Maintenant, on va passer voilà, sur tout ce qui est réglage ralenti accéléré. Donc, c'est quand tu vas te mettre en mode SNQ. Alors là, je me suis mis en XAVCS HD pour pouvoir monter jusqu'à 100 images par seconde sur la 7.4, c'est comme ça. Et donc là, tu vas avoir deux choses. On va commencer par celle d'en dessous, c'est le plus simple. Tu vas avoir la vitesse de défilement. Alors, c'est vrai que c'est pas très clair, je te conseille la première fois d'appuyer sur la petite poubelle, tu vois. En appuyant sur la petite poubelle, eh bien ça te dit directement peu importe où tu sois dans les menus, hein, ça te dit à quoi correspond ce réglage, tu vois. Donc la vitesse de défilement, c'est la vitesse à laquelle tu vas enregistrer, c'est-à-dire c'est la vitesse à laquelle ton capteur va enregistrer les images. Donc là, on veut faire un slow-mo x4 par exemple. Eh bien, je vais me mettre à 100 images par seconde. Tu peux monter jusqu'à aussi 120 si tu passes en NTSC. Et puis après, tu vas avoir la vitesse de défilement enregistrement. Alors ça, c'est la cadence à laquelle ta vidéo va défiler. Est-ce que tu as envie que quand tu enregistres ta vidéo, eh bien ta vidéo elle soit déjà au ralenti? Ou est-ce que tu veux que ça lise normalement et que tu ralentisses après au montage? Et justement, il est là le truc. Donc là, on peut voir que je suis à 100 sur les deux et donc ma vidéo, elle va lire normalement. Tu vois, voilà, ça va lire normalement comme si c'était à 25 images par seconde en gros. Sauf que si je change ça, que je passe à 25, et bien là on va avoir ralenti x4. Donc là, quand je vais enregistrer ma vidéo, et bien ma vidéo sera déjà au ralenti x4. Et si j'ai envie d'un ralenti x2, pareil, je me mets à 50, hop, juste là. Les réglages proxy, donc les proxys, on a déjà détaillé ça plein de fois. C'est un format, enfin un fichier qui est allégé, qui va être enregistré en plus sur ta carte SD. Généralement, les proxys, on les fait au montage. C'est-à-dire que bah, voilà, quand ton ordinateur a du mal, et bien voilà, tu génères un proxy, le fichier va être allégé de manière à ce que ça soit plus pratique pour le montage. Uniquement pour le montage. Après, tu désactives les proxys, puis ta qualité d'image sera comme tu l'as enregistré. Là, on a la possibilité d'enregistrer les proxys directement dans le boîtier. C'est-à-dire que tu ne vas pas les générer sur ton ordinateur, mais ça va les générer automatiquement sur ta carte. C'est-à-dire que sur ta carte, tu vas avoir ta vidéo pleine qualité comme tu l'as décidé et en plus tu vas avoir le format, enfin le fichier proxy. Passage de prise de vue à APS-C Super 35. Alors là on est en off, tu vois, donc là je suis en mode full frame
Et après, si j'active cette fonctionnalité pour passer en Super 35, et bien directement, tu vois, je vais avoir un crop. Donc en gros, quand tu te mets en mode APS-C, ça va cropper sur le capteur pour te mettre au format APS-C. Ça peut être plutôt intéressant pour de la photo. Si tu as envie de crop très fortement avec un téléobjectif ou quoi, ça peut être cool. Ou si par exemple, tu as envie d'avoir le même angle de champ entre une FX30 par exemple qui a un capteur APS-C et un A7 IV par exemple. Et comment savoir si on est en mode APS-C ou non? Eh bien déjà dans les menus, tu vois, tu peux activer ou non la fonction. Et surtout quand tu vas l'activer, eh bien tu vois, tout en bas à droite, on va avoir un petit cadre avec un recadrage. Ça indique qu'il y a un crop qui est activé. Pareil, quand tu vas te mettre en 4K 60, tu vas avoir ce petit recadrage qui s'active. Voilà, ça nous permet de savoir que on a croppé sur le capteur. Et quand ça n'apparaît pas, bah, ça veut dire qu'on est bien en full frame, il n'y a aucun souci. On revient dans les menus. Ensuite, compensation de l'objectif. Alors ça, c'est un paramètre mis à disposition par Sony pour pouvoir corriger certaines choses, notamment le focus breathing. Alors le focus breathing, ça dépend des objectifs, ça va être plus ou moins prononcé. En gros, ça va être l'effet de pompage, de recadrage lorsque tu vas changer de mise au point. Donc par exemple, tu changes de mise au point entre un sujet qui est très proche et très loin, eh bien tu vas avoir le cadre qui va bouger, ça dépend des objectifs. Eh bien pour corriger ça, Sony a mis à disposition compensation de l'objectif, tu vois, c'est juste là. Et donc ça va permettre de compenser le focus breathing uniquement avec les objectifs Sony qui sont compatibles. Donc là par exemple j'ai un Sigma, et bien là il me dit que cet objectif n'est pas valide. Après, on a compensation de la distorsion et tout ça. Ça, je le laisse en automatique. J'imagine que ça travaille automatiquement lorsqu'il reconnaît un objectif Sony. Donc, quand il reconnaît un objectif Sony qui est enregistré sur le boîtier, eh bien, ça va automatiquement attribuer certains réglages de manière à corriger certaines choses. Moi, je laisse tout en automatique. De toute façon, j'ai pas d'objectif de chez Sony, j'ai que du Sigma, donc je m'en sers pas. Allez, on change. Maintenant, on passe sur support. Donc là, on a formaté. Donc là, tu peux formater tes cartes. On a réglage support d'enregistrement. Ça, très intéressant. Donc, tu vois directement sur le boîtier, on a deux slots. Et ces deux slots-là, on va pouvoir leur attribuer des fonctionnalités pour enregistrer sur telle carte ou telle carte. Donc là, tu vois, on a réglage support d'enregistrement en photo ou en vidéo. Moi, j'ai tout mis sur emplacement 1, mais tu peux, pourquoi pas, dire OK, je veux que mes vidéos soient sur la carte 2 et mes photos sur la carte 1. Tu peux également enregistrer en simultané. Pourquoi pas, donc quand tu enregistres des photos, eh bien, ça se met sur la carte numéro 2 et quand tu enregistres des vidéos, pour que ça soit plus important, je sais pas moi, eh bien, ça enregistre sur les deux cartes. Et une chose qu'il faut activer qui n'est pas activée d'origine, ça va être le commutateur automatique de support. Et donc en gros, dès qu'une carte est pleine, eh bien ça va switcher sur l'autre. Il faut l'activer. Enfin moi en tout cas, je te recommande grandement de l'activer. Quand tu tournes longtemps, bah voilà, ça va switch automatiquement. Tu n'auras pas besoin d'aller dans les menus pour dire d'enregistrer sur telle carte et voilà. On avance un peu, on va dans fichier. Alors là, tu vas avoir différentes choses, notamment réglage fichier. Alors ça c'est intéressant. Ça va te permettre de attribuer un nom à ton fichier. Moi, je le fais tout le temps. Ça me permet vraiment de différencier les fichiers qui viennent de mon A7 IV, de ma FX30 par exemple. Non, numéro du fichier. Donc là, on va se mettre en série, c'est-à-dire que bah, à chaque fois que tu vas enregistrer une nouvelle vidéo, une nouvelle photo, et bien ça va passer de 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Enfin bref, c'est une série quoi. Tu peux réinitialiser le compteur série, donc directement, tu vois, par exemple, je sais pas, moi, avec la 7.4, j'en sais rien, moi je dois être 10 000 prises de vue, je sais pas, donc ça va marquer 10 000 599 par exemple, parce que j'ai pris 10 599 photos, et bien là tu peux réinitialiser le compteur pour que ça revienne à zéro. Voilà, pourquoi pas. Alors ça, c'est ce que tu vas avoir avant le numéro du fichier. Tu as le titre ou la date, etc. Et puis après, tu vas avoir le numéro. Tu vois, c'est ce qu'on voit en dessous, tu vois, tu as A74-numéro du fichier. Alors là, tu peux définir le nom du fichier. Alors soit tu te mets sur standard, je sais même pas, donc d'origine c'est sur C, tu vois. Soit tu te mets sur titre, on va voir ça juste après. Soit tu te mets sur date plus titre, ça peut être intéressant. Si tu as beaucoup de projets, ça va te marquer la date en premier. Après underscore le titre que tu auras prédéfini. Et puis après le numéro du fichier. Voilà, donc moi j'ai mis A74 et sur ma FX30 j'ai mis FX30 voilà. Donc ça me permet directement quand je suis dans mon Finder, dans mon explorateur de fichiers, et bah voilà, de bien distinguer chaque fichier. Après les modes de prise de vue, alors ça va être intéressant notamment pour la mémorisation. Déjà, on a tout ce qui est les modes. Donc, soit on est en mode PASM, c'est comme ça qu'on est par défaut. Donc, c'est-à-dire qu'après, avec ta molette, bah, tu vas pouvoir switcher soit en mode manuel, soit priorité ouverture, priorité du shutter speed, etc. Donc, c'est les modes classiques.
Ou sinon, tu peux passer en mode flexible. C'est ce qu'il y a avec la FX30, j'en ai beaucoup parlé sur mon tuto complet. Et donc en gros, le mode flexible, c'est que tu vas pouvoir définir quel réglage tu as envie qu'il soit en auto. Donc tu vois, peu importe si je passe en mode PASM, eh bien il n'y a rien qui change. Je serai toujours en mode flexible. C'est intéressant avec la FX30 parce que bah, directement on a un menu d'accès rapide qui est défini. Donc c'est vraiment super pratique. Et je suis en mode flexible sur la FX30. En revanche, sur la 7.4, c'est pas très intéressant puisqu'on n'a pas ce menu d'accès rapide. Je vais rester directement en mode PASM. Ensuite, on a les réglages mémoire prise de vue. Donc, tu vois, directement sur ta petite couronne de sélecteur, et bien, tu as le mode 1, 2, 3. Tu as le mode 1, 2, 3 en photo ou en vidéo. C'est tout simplement des modes personnalisés. C'est-à-dire que bah, quand tu vas être en mode vidéo numéro 1, eh bien, tu vas avoir tel réglage. En fait, comment ça marche? Je vais faire tous mes réglages. Donc, imaginons que j'ai envie que quand je sois sur ma mémoire numéro 1, eh bien, je sois en XAVCS 4K. Voilà, donc imaginons je veux tel réglage. Et je veux mettre ça sur mon rappel numéro 1. Donc là, j'ai fait tous mes réglages. Je vais sur mode de prise de vue, mémorisation. Et puis là, directement, je l'attribue sur ma mémoire numéro 1. Je peux également le mettre sur le 2, le 3 et ainsi de suite. Ensuite, diffusion USB. Donc ça, c'est pour tout ce qui est streaming. Quand tu vas brancher en USB, eh bien, tu peux diffuser voilà, en USB. Après, obturateur silence, donc ça c'est est-ce que tu as envie d'être en mode silencieux ou non, pour faire en sorte, bah, par exemple pour du mariage ou quoi, ou si tu fais de l'animalier et que tu as envie d'être discret, eh bien tu peux directement lui dire de te mettre en mode silencieux ou non. Donc tu vois là tu te mets en on, voilà pour le mode silencieux. Après déclenchement sans objectif, eh bien ça c'est comme ça de base, hein. C'est-à-dire que si il reconnaît pas d'objectif sur le boîtier, eh bien il va quand même enregistrer. Moi, je le fais puisque parfois je mets des optiques manuelles et donc comme il n'y a pas d'électronique, eh bien il faut quand même que je puisse enregistrer avec. Réglage anti-scintillement, alors ça c'est pour éviter l'effet de flickering. Donc quand tu as un éclairage vidéo qui n'est pas adapté ou ta fréquence, enfin ton shutter ne correspond pas, bref. Et donc si tu as des problèmes de flickering malgré avoir respecté bah, ta règle des 180 degrés, on va pas détailler ça dans cette vidéo, mais dans les grosses lignes, ça consiste à multiplier par 2 sa fréquence d'image pour obtenir bah, sa valeur de shutter. Donc imaginons que je filme à 25 images par seconde, et bien il va falloir que je mette mon obturateur à 1/50. Ça me permet bah, d'éviter cet effet de flickering et puis de garder un flou de bouger naturel. Malgré le fait que je respecte cette règle-là, si jamais j'ai encore du flickering, eh bien je peux aller justement dans mon menu et activer la fonctionnalité anti-scintillement. Donc là, je vais activer obturateur variable, ok. Et à ce moment-là, tu vois, et bah, directement, je vais pouvoir régler très très précisément au centième près, au millième près, mon obturateur, tu vois. Après enregistrement audio, bah là, tu vas pouvoir régler tes niveaux audio. Après TC, eh bien, c'est tout ce qui est timecode. Alors le timecode, eh bien, c'est tout simplement un code temporel. Donc telle image va être placée à tel moment. C'est comme bah, tel moment de la journée va être à telle heure. Bah, là, je suis en train de parler, il est 15h10. C'est exactement la même chose pour une caméra. Tout ce qui est timecode, je l'ai détaillé dans ma vidéo pour la FX30. On va pas le détailler pour cette A7 IV puisque je pense que c'est pas orienté pour ça. Mais si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller voir ma vidéo pour les FX30. Après, stabilisation d'image, ça pour le coup c'est intéressant. Alors tu vas avoir deux types de stabilisation sur les derniers boîtiers Sony. Ça s'appelle Steady Shot dans tous les cas. Steady Shot, c'est la stabilisation chez Sony. Et donc là, tu vas voir, on a soit un mode Steady Shot standard. Donc ça, c'est seulement la stabilisation mécanique du capteur qui n'est pas terrible non plus. Ou sinon, tu as un mode active. Je suis pas sûr, mais je crois que ça crop soit de 8, soit de 20%, je sais plus exactement, mais enfin bref, tu as un crop qui va s'appliquer dans l'image, puisque ça va recadrer en temps réel pour pouvoir stabiliser. Donc voilà, la stabilisation active, elle marche vraiment bien. Après, tout ce qui est zoom, ça va être utile si tu as des zooms avec une bague numérique. Donc si tu as des zooms vraiment numériques, et c'est pas mécanique, tu vois, là c'est mécanique, mais si tu as vraiment une bague qui est numérique, qui est motorisée, et bien juste là, tu vas pouvoir régler directement la vitesse du zoom et tout ça. Affichage, prise de vue, donc là tu as la possibilité d'afficher un quadrillage, pourquoi pas. Donc là tu peux mettre sur on, afficher la grille des tiers ou seulement au carré. Donc là tu fais ça comme tu veux. Moi je le mets sur off puisque bah, l'écran est déjà assez petit, donc si j'ai le besoin, je le fais sur mon moniteur. Et puis affichage, mise en évidence de l'enregistrement, ça c'est pas activé d'origine, je te conseille de le faire. En fait, ça va te permettre quand tu enregistres, tu vois, d'avoir un carré rouge tout autour de l'écran, et ça c'est très pratique.
Ça permet d'être certain que l'on enregistre. Donc ça, je te conseille de l'activer. Après, affichage marqueur, ça c'est plutôt intéressant. Je vais pas pouvoir te le montrer puisque là, comme j'enregistre avec mon moniteur, eh bien ça n'a pas la possibilité d'être affiché sur un moniteur. C'est seulement affiché sur l'écran du boîtier. Mais en gros, les marqueurs, ça va te permettre c'est comme si c'était des quadrillages quoi. Ça va te permettre, pourquoi pas, d'afficher des marqueurs, des zones de sécurité ou quoi. Donc imaginons que je sais que je vais cropper en post-prod pour pouvoir faire une stabilisation ou quoi. Eh bien j'ai la possibilité, pourquoi pas, de mettre une zone de sécurité à 80 ou 90%. Et donc sur mon écran, eh bien ça va mettre un carré rouge qui sera à 80% de mon image. Ça me permet de savoir comment cadrer mon image en sachant que après en post-prod, je vais avoir un crop. Tu peux aussi mettre des marqueurs d'aspect. Donc tu vois, imaginons que tu veux faire des vidéos pour les réseaux sociaux et que tu sais qu'après ça va être mis au format 4 tiers, eh bien tu peux afficher des grilles au format 4 tiers. Puis après, une fois que tu as fait tes réglages, tu fais affichage marqueur on et puis là, ça va s'afficher. Après, on passe directement sur l'onglet exposition. Donc là, dans le premier onglet, ce qui est intéressant, c'est que tu vas pouvoir limiter la plage ISO. Donc imaginons que tu as envie de ne pas dépasser telle valeur. Après, correcteur d'exposition. Alors ça, c'est ce que je t'expliquais, tu vois. Donc quand tu es en automatique, du coup, par exemple avec les ISO, et bien là, tu vois, tu es encore en mode correcteur d'exposition. Et en fonction du mode de mesure, du coup, il va toujours essayer de se baser sur 0.0. Et puis à partir de là, si tu as envie de surexposer ou sous-exposer, soit d'origine, tu vois, c'est cette molette-là qui permet de le faire, mais moi, je l'ai attribué aux ISO. Ou sinon, directement dans les menus, du coup, tu vois, tu peux lui dire, au lieu de se mettre à 0, eh bien, de surexposer un petit peu ou de sous-exposer un petit peu. Tu vois. Ensuite, les modes de mesure, alors ça on a vu ça tout à l'heure. Après la balance des blancs, alors là directement tu as différents réglages. Alors soit tu te mets en balance des blancs automatique ou sinon tu as différents presets qui sont assez classiques. Et moi j'ai l'habitude d'utiliser la balance des blancs personnalisée. Donc voilà, là je peux régler directement ma valeur en Kelvin. Après tu as la vitesse aussi de balance des blancs quand elle est en automatique. Alors c'est la vitesse, si ta balance des blancs est en automatique, la vitesse à laquelle ça va varier. Par exemple, tu passes d'intérieur à extérieur. Couleur et ton, là tu vas avoir pas mal de choses. Optimisateur de plage dynamique, bon ça c'est sur on de base. On va pas détailler ça dans cette vidéo. Apparence créative, ça on a vu ça tout à l'heure. Tu vois, ça va te permettre d'ajouter un filtre, un look. Bon, moi j'utilise pas ça. De toute façon, je le fais tout le temps en post-prod. Moi je fais mon propre étalonnage. Les profils d'image, ça on a vu ça tout à l'heure. Et puis après, ce qui est intéressant aussi, on n'a pas ça sur les FX30 et tout ça parce que ça, c'est pas le genre de fonctionnalité qui nous intéresse. En revanche, sur la 7.4 et puis probablement sur d'autres alphas, on a effet peau douce. Alors ça, c'est utile, notamment pour du vlog et tout ça. En gros, il va reconnaître les visages et ça va te lisser la peau. Voilà, ça va enlever les imperfections et tout ça. Moi, je l'ai mis sur on. Et puis après, tu peux choisir si tu veux que ça soit plus ou moins prononcé. Ça marche vraiment, vraiment bien. Affichage zébra. Alors, les zébras, ça va te permettre de mettre en surbrillance des zones que tu as envie de sélectionner. Généralement, on va sélectionner des zones qui vont être surexposées, voilà, où on va commencer à clipper, à perdre de l'information. Donc là, tu vois, tu peux dire si tu veux afficher les zébras ou non. Et puis après, tu peux lui dire à quel niveau tu as envie qu'il commence à zébrer. Donc tu vois, tu as différents niveaux qui sont juste là. Donc puis tu as également les modes personnalisés, tu vois, tu as C1 et C2. Et puis là, tu peux lui donner un range. Moi, je le mettrai comme ça si j'ai envie de savoir où je vais commencer à perdre de l'information. Ça me permet de savoir que voilà, ce qui est zébré, sauf si c'est au-dessus de plus 1, ce qui est zébré, eh bien c'est là où je vais commencer à perdre de l'information. Donc il faut que je fasse attention à mon expo. Après, qu'est-ce que l'on va avoir? Tout ce qui est AF. Alors là, tu vas avoir les modes de mise au point. Donc est-ce que tu veux te mettre en manuel ou en automatique? Après, tu peux régler la vitesse de transition. Alors la vitesse de transition, c'est la vitesse à laquelle il va faire la transition entre deux points. Donc imaginons tu es au point sur un objet qui est assez proche et que tu as envie de faire la mise au point sur un objet vers l'infini. Et bien c'est la vitesse à laquelle il va faire la transition. Donc soit tu te mets sur lent, soit tu es sur rapide. Après le verrouillage de l'AF, soit tu le mets sur verrouillé, soit tu le mets sur réactif. En gros, je vais te prendre un exemple très simple. Là, je suis en autofocus avec la FX30. Si je sors du cadre, ça va être le délai à laquelle il va devoir reprendre un autre sujet. Imaginons, voilà, je sors.
Si je suis sur réactif et bah, directement normalement il va faire, l'autofocus sur le fond noir et si je suis sur verrouillé et que je sors du cadre et bien il va attendre un petit peu, voilà, il va attendre quelques secondes et puis après il va reprendre un autre sujet. En gros, voilà, ça va être le délai à laquelle il va changer de cible s'il la perd. L'assistance AF, ça va permettre de combiner, à la fois l'autofocus du boîtier avec la bague de mise au point, de ton appareil. Je te conseille de tester, faire des tests puisque c'est assez complexe à comprendre. Zone de mise au point, bah, tout ça on a vu, hein, ça les spots et tout ça, les collimateurs. Limiter la zone de mise au point, alors là, tu vas pouvoir sélectionner des choses que tu n'utilises pas. Tu vas pouvoir sélectionner, si jamais il y a des collimateurs que tu n'utilises pas, qui sont trop spécifiques, que tu n'utilises pas, tu as la possibilité de les désélectionner. Par exemple, moi j'ai enlevé le fixe au centre, puisque bah, je préfère utiliser, pourquoi pas, un spot que je vais laisser au centre. Qu'est-ce que l'on va avoir intéressant après? On a tout ce qui est eye autofocus sur les visages. Alors là, priorité au visage, aux yeux. Eh bien, dès que tu vas avoir un sujet qui va arriver, bah, il va faire la priorité sur les visages. Donc là, on lance sur OK. Ensuite, détection des sujets. Eh bien là, tu peux sélectionner humains, oiseaux ou animaux. Affichage du cadre des yeux. Alors ça, moi, je le mets sur on. Il me semble que c'est sur off d'origine. Voilà, ça me permet de savoir que bah, quand il va trouver un œil, il va y avoir un petit cadre. Ça me permet de savoir que bah, voilà, il a bien fait l'autofocus, enfin la mise au point sur mon œil. Aide à la mise au point, alors là tu peux afficher la carte de mise au point, alors ça c'est spécifique depuis la 7.4, depuis sa sortie. Et bien tu vois, ça va afficher directement une petite carte de mise au point et ça te permet de savoir ce qui est focus ou non. Voilà, donc directement, tu vois, là, je sais que c'est au point puisque ça apparaît, directement, enfin, il n'y a pas de carré et si je la rapproche, tu vois, on peut voir que pareil, ça va être flou puisque c'est rouge. La loupe de mise au point, ça, c'est utile, voilà, pour faire un grossissement et directement faire, ta mise au point, plus précisément. Affichage, intensification, c'est le picking, ils l'appellent comme ça sur les boîtiers Sony. Alors là, tu peux décider d'afficher ou non le picking. À savoir que moi directement je l'active ou non via le bouton sur l'objectif. Le niveau d'intensification, moi je le mets sur élevé, voilà, puisque l'écran du boîtier est assez petit, donc généralement le picking va être très très fin. Donc moi je le laisse sur élevé, et puis après la couleur du picking, c'est à toi de voir. En fonction de ton sujet, moi je le mets sur rouge puisque ça ressort pas mal. Tout ce qui est connexion, là il y a des choses intéressantes. Connexion au smartphone, eh bien il va falloir faire le jumelage avec ton téléphone quand tu reçois ton boîtier. Fonction PC à distance, ça c'est intéressant. Ça va te permettre bah, directement de connecter ton ordinateur à ton boîtier. Il y a une chose qui est intéressante, c'est la connexion pendant l'heure tension. Il me semble que ça arrivait depuis les derniers boîtiers Sony, pareil. Ça va te permettre de pouvoir quand même te connecter au boîtier même s'il est éteint et donc d'accéder à la galerie. Ça c'est plutôt utile. Imaginons mon boîtier est éteint dans mon sac, et bien je pourrais quand même y accéder sur mon iPhone, donc ça c'est plutôt cool. Moi je laisse activer. Pour moi après il n'y a rien d'intéressant. On passe après à tout ce qui est boîte à outils, là il va y avoir plein de choses. Tu peux sélectionner, enfin basculer entre NTSC ou PAL, ça dépend de où tu vas diffuser et si tu as envie de filmer pourquoi pas jusqu'à 120 images par seconde au lieu d'être bridé à 100. Réinitialisation, donc là c'est pour rétablir les réglages du boîtier. Soit tu réinitialises uniquement les réglages de prise de vue, soit tu initialises le boîtier, donc là ça va supprimer tout ce qui est Bluetooth, tout ça, enfin vraiment ça le remet d'usine. Sauvegarde réglage perso, ça c'est plutôt utile. Si imaginons par exemple là j'ai fait une sauvegarde de mon boîtier, comme je suis en train de toucher à plein de réglages et tout ça pour te montrer, et bien après je vais pouvoir réimporter ma configuration. Donc en fait c'est très simple, si tu as envie de sauvegarder tous tes réglages sur le boîtier, la configuration, et bien tu fais sauvegarder. Là, on peut voir que j'ai déjà fait une sauvegarde ce matin. Et puis après, tu peux, pourquoi pas, charger. Je peux charger la configuration de ce matin. Après, on va avoir tout ce qui est bouton personnalisé. Alors là, il va y avoir plein de choses intéressantes. On est dans tout ce qui est photo. Alors, il y a des choses que j'ai pas touché. Ça, j'ai pas touché. Ça, j'ai pas touché. Ça, les zones de mise au point, je me suis mis sur C1. Ça me permet directement, bah, quand j'appuie sur C1, de sélectionner ma zone de mise au point. Le C3 qui est juste là, donc là ça c'est le bouton personnalisé 4. Je peux changer entre mes différents sujets, donc je peux soit me mettre directement sur animaux, oiseaux ou humains. On change après le joystick, donc ça c'est standard de mise au point, j'y ai pas touché. Le bouton central, j'y ai pas touché. L'entraînement, ça pareil, les ISO aussi. Et par contre le bouton du bas, ça je l'ai personnalisé. J'ai mis menu, voilà, puisque en fait j'aime pas trop. Parce que généralement, quand on a le boîtier à une main, et si on a envie d'aller dans les menus, eh bien, je suis obligé de mettre ma deuxième main sur le boîtier, parce que le bouton menu il est à l'autre bout, tu vois, donc je peux pas y accéder. Et donc j'ai mis l'accès au menu directement via le bouton vers le bas. Donc ça, c'est vraiment très très pratique. Je te conseille de le faire, pourquoi pas.
Sur le dessus, bouton, d'enregistrement, ça j'y ai pas touché et mon bouton C2, j'ai mis, la balance des blancs. Le bouton sur l'objectif, moi j'ai des boutons personnalisés sur tous mes objectifs sauf celui-là d'ailleurs. Et bien je peux, sélectionner d'afficher, le picking. Donc est-ce que j'ai envie d'afficher le picking ou non? La molette de devant, j'y ai pas touché, ça reste toujours l'ouverture. La 2e à gauche, c'est, le shutter et puis après, celle qui est tout à droite, je t'ai dit d'origine, c'est le compensateur, le correcteur d'exposition et puis moi, je l'ai mis sur ISO. Voilà, ça me permet de régler mes ISO, loquer et cetera et puis après, je peux également, tu as également la molette qu'il y a en façade. Moi, je l'ai désactivée. Il me semble que d'origine, c'est les ISO, mais je l'ai désactivé parce que, bah, parfois, quand tu tiens le boîtier fermement à une main, tu as tendance à la bouger sans faire exprès. Donc je l'ai désactivé. Ensuite, tu peux également, faire tout ce qui est réglage touche perso lorsque tu seras dans la galerie. Alors moi, il y a 2 choses que j'ai faites. Déjà, mon bouton, C3, je l'ai mis en protégé, il me semble que c'est déjà d'origine, mais voilà, je préfère le préciser. Le 3, c'est pour envoyer une photo en particulier vers, mon iPhone et puis ensuite sur le dessus là, il y a une chose que j'ai ajoutée, il y a 2 choses que j'ai ajoutées. Sur mon bouton, C2, je peux ajouter un marqueur, voilà, pour pouvoir retrouver plus facilement ma photo directement quand je serai, sur mon, ordinateur, mon Mac et puis après le bouton Rec qui est juste là, ça me permet de switcher entre mes 2 cartes. Parce que quand tu es dans la galerie, si tu as envie de switcher d'un support à un autre pour regarder ce qu'il y a sur chacune des cartes, eh bien tu seras obligé d'aller dans les menus, de switcher de carte et puis voilà. Alors que là directement quand je suis dans ma galerie, j'appuie sur ce bouton et puis, voilà, c'est plus simple. Après le menu personnalisé, alors là, c'est à toi de voir directement ce que tu veux faire ou non. Moi, je sais que sur ma FX30 et sur mon A7 IV, j'ai mis en gros les mêmes choses de manière à ce que ça soit, cohérent. Et après, je viens de le découvrir d'ailleurs, vitesse de défilement du viseur. Il était sur standard, je vais le mettre sur élevé. Voilà, ça va permettre d'avoir un taux de rafraîchissement du viseur qui est, plus élevé. Il me semble, hein, qu'on peut monter jusqu'à 120, FPS, donc ça c'est vraiment cool. Après on passe dans options d'affichage, donc là on a réglage d'affichage du timecode. Souviens-toi le timecode, je t'en ai parlé très rapidement tout à l'heure. Alors de base, sur, tout ce qui est, caméra de la gamme cinéma, on va avoir le timecode qui est affiché, tout en haut. Donc tout en haut, on va avoir le timecode. Ici sur les alphas, en fait, on n'a pas le timecode qui est affiché d'origine, mais on a simplement un compteur. Donc tu vois, quand je lance l'enregistrement, eh bien on peut voir que ça fait 1, 2, 3 secondes que, j'enregistre. Eh bien, on a aussi la possibilité d'afficher le timecode. Et oui, donc là, tu vois, réglage, affichage. Donc là, je suis en mode compteur, et bien, je peux me mettre en mode timecode, voilà. Et là, on peut voir que c'est passé en mode timecode. Alors, le timecode, on va en parler très très rapidement là. En fait, tu as différents réglages. Alors, le timecode, je te le rappelle, c'est un code temporel, voilà. Et puis, tu vas avoir 2 réglages qui sont très importants. Soit tu le mets en free run, donc tu vois là, le timecode, il défile en boucle, donc dès que tu allumes la caméra, ça va défiler. Soit tu le mets en free run, soit tu le mets en rec run, donc ça va seulement défiler quand tu commences à enregistrer. Moi, je me mets en mode rec run sur mes 2 caméras. Ça me permet de savoir, combien de temps j'ai enregistré sur ce projet. Donc à chaque fois que je recommence un projet, je remets le compteur à 0, ça me permet de savoir combien de temps j'ai enregistré. Et pour remettre le compteur à 0, c'est timecode preset, tu vois? Tu cliques dessus et tu fais OK. Tu vas avoir l'aide affichage gamma, donc ça, je te l'ai dit, ça va te permettre d'afficher des luttes lorsque tu vas filmer par exemple en Rec 709. Donc moi je le laisse, sur OK, comme ça dès que je vais en S-Log, eh bien, ça va afficher la lutte. Tu vois? Et là il est en automatique, type d'affichage gamma. Donc là il est en auto, mais tu peux forcer, une lutte. Et le dernier réglage, il est super important, température hors tension automatique. Ça te permet de dire si tu as envie que, la température à laquelle le boîtier va s'éteindre pour surchauffe, si tu as envie qu'elle soit normale ou haute. De base, elle est très basse, tu vois? Si je le laisse sur standard, et bah, là, mon boîtier, je suis sûr que il va se mettre en surchauffe, tu vois? Surchauffe, directement. Voilà, j'ai réussi à me remettre en élevé et le problème, bah, c'est que, voilà, quand tu te mets en mode standard, sur tous les boîtiers Sony, généralement, la surchauffe, elle se déclenche quand même assez rapidement. Donc mets-toi en élevé, ça, c'est vraiment le réglage à faire parce que sinon, dès que tu vas commencer à naviguer dans les menus, que tu vas être en plein soleil, ça va lancer la surchauffe tout de suite. Alors que si elle est en élevé, moi, j'ai quasiment aucun problème. Sur la FX30, j'ai zéro problème puisqu'elle est, elle est refroidie par ventilo. Mais sur la 7.4, ça m'arrive quelques fois d'avoir des surchauffes quand je filme vraiment pendant très très longtemps. Mais sinon, c'est assez rare. Option son, réglage du volume. Donc là, tu peux régler le volume du haut-parleur ou de la sortie casque. Signal sonore quand tu vas lancer l'enregistrement ou non. USB, donc là c'est intéressant quand tu vas connecter ton appareil en USB. Là, tu as plusieurs possibilités. Moi, je me mets en sélectionner si connecté.
Voilà, comme ça, quand je branche mon USB-C, ça me permet de savoir si c'est, pour, PC à distance, si c'est pour accéder aux fichiers, pour de la diffusion USB ou quoi. Puis après, alimentation USB, c'est est-ce que j'ai envie que mon appareil soit alimenté par l'USB? Par exemple, là, ma FX30, elle est, bah, ça fait 2 heures que je tourne, quoi. Ça fait 2 heures qu'elle est connectée sur le Mac et puis là, tu vois, je suis à 51 de batterie, donc elle n'a pas descendu puisque j'ai commencé le tournage, elle était à 55. Sortie externe, ça c'est pour tout ce qui est l'HDMI, je vais pas trop y toucher parce que, bah, forcément j'enregistre là via, l'externe. Donc tu peux choisir la résolution de l'HDMI pour tout ce qui est contenu, de la galerie. Donc là, je me suis mis en maximum parce que tous mes moniteurs, sont compatibles. Affichage info HDMI, donc c'est pour afficher, les informations qu'il y a normalement sur l'écran du boîtier, mais sur un moniteur externe. Commande HDMI, ça j'active, c'est pour, bah, directement que le boîtier et le moniteur communiquent ensemble. Réglage de la sortie HDMI, là t'as pas grand chose, puisque bah, forcément c'est un A7 IV, donc t'as pas non plus, tu peux pas sortir de RAW, mais par contre tu vas pouvoir enregistrer, en ProRes. Donc là, réglage de la résolution de sortie, moi je me mets sur maximum. Sortie du timecode, je le mets sur OK, comme ça le boîtier et mon moniteur peuvent, communiquer ensemble via le timecode. Ça me permet ensuite de synchroniser et tout ça. En support d'enregistrement pendant la sortie HDMI, il me semble que c'est ça ce qu'ils ont voulu dire. Eh bien, en gros, est-ce que quand tu lances le rec sur ta caméra, ça va enregistrer sur la carte SD ou ça va enregistrer sur le moniteur? Donc là, c'est sur on. Ça veut dire que quand je vais lancer le rec, ça va enregistrer quand même sur la carte SD. En revanche, si je me mets sur off, mais quand je vais lancer le rec, ça va pas enregistrer sur les cartes SD, mais uniquement sur le moniteur en externe. Option réglage, donc là, qu'est-ce que l'on va avoir d'intéressant? Fonction anti-poussière, donc ça c'est pour nettoyer les capteurs. Ici, on a fermeture du rideau pendant leur tension. Donc si j'éteins l'appareil, le rideau va se fermer. Ça, je te conseille de l'activer, ce n'est pas activé d'origine. Et ça te permet de faire en sorte que bah, des poussières évitent de se déposer sur le capteur quand tu vas éteindre le boîtier. Par contre, attention, le rideau est fragile, donc il faut surtout pas le toucher. Maintenant, on passe à tout ce qui est connectivité rapidement. Alors, l'avantage de la FX30, la FX3 aussi, si je dis pas de bêtises, enfin toutes les dernières caméras de chez Sony, il faut que tu regardes, mais c'est vraiment les plus récentes. Et bien maintenant, tu peux les contrôler via l'application Creator App sur iOS et Android. Avant, c'était Imagine Age et Creator App marche vraiment bien. C'est-à-dire que c'est plus moderne, c'est mieux agencé, je trouve ça vraiment meilleur. Quand tu crées un compte, tu as 25 gigas sur le cloud Sony et donc du coup, ça te permet bah, d'importer directement tes images sur le cloud. Après, tu peux acheter du stockage et tout ça. Et donc directement, tu peux switcher entre mes deux caméras, entre mon A7 IV ou ma FX30. Et donc là, imaginons que je veux me connecter à ma FX30, et bien je fais switch to this camera, remote shooting. Hop, là il va me demander de me connecter. Et voilà, directement je suis connecté. Alors en fonction voilà, de ton réseau et tout ça, tu vas avoir plus ou moins de latence. Ce qui est intéressant, c'est que bah, directement tu vas pouvoir passer de la mise au point à l'infini ou à quelque chose de proche, changer tes réglages d'enregistrement et tout ça. Tu peux également accéder au menu, voilà, donc ça je te déconseille de toucher, mais voilà, tu as pas mal de choses. Voilà pour l'application Creator App, tu vois ici tu as accès au cloud et tout ça, enfin c'est vraiment cool. Contrôle caméra, donc là tu vois elle est online, voilà. Je peux également switcher avec mon A7 IV. Bon là il est vrai que je vais pas faire ça. Ensuite concernant l'application sur Mac, donc là hop je vais lancer l'enregistrement de l'écran. En fait j'utilise tout le temps, vraiment tout le temps. Dès que je suis comme ça en train de shooter en face cam et tout ça, je me connecte, enfin je connecte ma caméra via USB sur mon Mac, ce qui fait que j'ai quasi zéro latence, enfin il y en a un tout petit peu. Et puis là directement, bah, je vais avoir toutes mes informations. Alors le problème c'est que Imagine Age sur ordinateur, il commence à être vieux. J'aimerais bien qu'il y ait une mise à jour quand même puisque parfois tu as des trucs où tu pas accès. Mais voilà, de manière générale, tu as ce qu'il faut. Voilà, donc tu peux gérer l'enregistrement, les vidéos, les réglages voilà, d'exposition et tout ça. Couleur, on va mettre ça en rouge ou allez, en blanc, ok. Et puis là, voilà, tu as tous tes marqueurs, donc ça marche vraiment bien. Tu as aussi la loupe de mise au point. Tu peux déclencher, voilà, et ça marche aussi en Wi-Fi. Voilà, donc tu peux connecter tes caméras en Wi-Fi sur ton ordinateur. Donc ça marche plutôt bien. Parfois, la caméra refuse de se connecter, ça va te mettre une alerte. Il faut que tu redémarres ta caméra. Voilà, donc tu l'éteins, t'enlèves la batterie et que tu remets la batterie. Comme ça redémarre vraiment le Bluetooth et tout ça. Tu vas pouvoir l'installer directement depuis le site de chez Sony. Et puis après, on a également Catalyst Browse qui a eu une mise à jour. Donc ça, c'est vraiment cool. Il n'y a pas très longtemps. Et donc Catalyst, ça va te permettre, tu vois, il va s'ouvrir.
de stabiliser tes plans en post-prod, même si tu as la stabilisation activée. Donc là, tu vois, directement, tu peux accéder à tes médias. Bon, ça n'a rien à voir, hein. Ça, c'est les vidéos de mon drone. Mais imaginons que c'était les vidéos de ma caméra voilà, de chez Sony, eh bien, j'aurais pu stabiliser. Tu as toutes les métadonnées qui sont juste là. Tu peux faire de l'étalonnage. Voilà, donc là, tu peux faire ajustement de la couleur. Et puis là, tu vois, tu vas avoir tous tes scopes. Tu peux gérer tes courbes et tout ça. Et puis après, re-exporter. Donc ça, c'est pareil, ça marche plutôt bien. Et voilà, et bien écoute, c'était un tuto qui était très complet, je trouve. Dis-moi ce que tu en penses et dis-moi si tu as des choses à ajouter. Si tu as des questions, surtout, bah, n'hésite pas dans les commentaires. Voilà, c'est fait aussi pour ça, ce genre de contenu. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner si tu souhaites en voir plus. N'hésite pas à partager cette vidéo et à me suivre sur Instagram. Et voilà, sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Salut à tous! Aujourd'hui, on s'attaque à la prise en main de la FX30/FX3, puisqu'il s'agit du même boîtier, des mêmes menus. Alors ici, j'ai la FX30, mais pour la FX3, en gros, ça sera la même chose. On va voir la prise en main d'un point de vue des menus, du boîtier en lui-même, configuration des boutons et tout ça. On va également jeter un coup d'œil à tout ce qui est connectivité.